Merci, bonsoir à tous. On va aborder ce soir une thématique qui vous est chère à travers vos différentes fonctions, soit d'armement, soit de spécialiste de la pêche. La thématique qu'on aborde ce soir est une thématique compliquée, puisque la sélectivité à la pêche, c'est d'une part une nécessité, mais c'est aussi une obligation, une nécessité à la fois administrative et financière, économique. On a travaillé chez Xblue depuis pas mal d'années au développement de nouvelles solutions, de nouvelles technologies. Et on se permet ce soir d'en parler parce qu'on a à ce jour des retours d'expérience suffisants pour commencer à exprimer et à présenter ce que la sélectivité dite acoustique permettrait, ou permet déjà, mais enfin on va dire plus généralement vulgarisé, permettrait de faire à bord des navires de pêche. Donc je vais faire quelques rappels d'abord techniques. Donc je vous propose d'évoquer ces différents thèmes, mais évidemment je compte sur votre intervention et vos questions pour alimenter et puis élargir la discussion. D'abord, à quoi sert la sélectivité? Pourquoi on se penche là-dessus? L'acoustique sous-marine à la pêche, qu'est-ce qui existe et comment on pourrait discriminer les poissons de façon plus pertinente, de manière à faire de la classification? Donc on a développé cette nouvelle technologie dont je vous parlerai, et surtout le point qui va être intéressant de commenter, ce sont des exemples que je vais vous proposer ce soir de sélectivité acoustique en situation réelle, et ce que ça implique d'un point de vue socio-économique ou méthode, et puis les perspectives à la fois techniques, mais aussi je pense qu'on peut élargir le sujet aux perspectives, je dirais, de rentabilité et de stratégie de pêche de manière très globale. Donc pourquoi la sélectivité? La sélectivité, là j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est juste pour planter le décor. Évidemment, on a le RMD à satisfaire. Sur certaines espèces, c'est compliqué de le gérer, et ce qu'on souhaiterait faire, c'est de proposer une solution temps réel à la prise de décision. La gestion de la ressource est également bénéfique pour la valorisation des produits capturés, bien évidemment, hein, puisqu'on a toujours intérêt à vendre du poisson quand il a un meilleur prix que quand il a un prix faible. Et puis également, on a des contraintes réglementaires qui sont draconiennes. Je pense notamment au zero bycatch, des choses ce sont des paramètres qui sont compliqués à gérer et qui seront compliqués à gérer, et on pense que la sélectivité acoustique pourrait être un des outils pour aller dans cette direction-là. Ceci dit, on pourrait donc découper en fait le process de pêche avec une arrière-pensée de sélectivité en 4 étapes. La première étape serait d'imaginer la capacité d'un armateur à avoir un vrai projet de navigation vers une zone intéressante. Donc ça, je dirais, c'est à l'échelle macro. C'est quelque chose qui viendra un jour. C'est déjà à moitié le cas pour certaines pêcheries. Je pense notamment à les pêcheries tonnières océaniques qui ont déjà des outils de prévision grande échelle. Pour chalut, c'est encore pas tout à fait le cas. Deuxième étape, là où on va avoir quelque chose à dire un petit peu ce soir, c'est la capacité à localiser, et surtout à localiser et qualifier le poisson qu'on serait susceptible et en capacité de pêcher dans la zone où on se trouve. Donc ça, c'est la partie potentiellement dédiée à la valeur ajoutée de sélectivité acoustique. La manœuvre du train de pêche, ensuite, c'est quelque chose qui permet évidemment au patron pêcheur de transformer son navire et tout l'engin de pêche en outil de sélection. Encore faut-il pouvoir manœuvrer avec des informations pertinentes, d'où l'étape précédente de localisation et de qualification du poisson. Et puis, enfin, la dernière étape sur laquelle de nombreux travaux et d'énormes progrès ont été faits ces dernières années, grâce notamment aux travaux des instituts, notamment l'IFREMER, c'est l'amélioration de la sélectivité dans le chalut par la géométrie du chalut, la taille des mailles et différents artifices compliqués de grilles d'échappement, etc. Donc sur ces 4 phases-là, je pense qu'en travaillant sur ces phases-là, on peut optimiser la sélectivité globale d'un armateur, d'un navire. Et pour ce faire,
Nous, on s'est intéressé particulièrement à la qualification, localisation du poisson, et c'est ce qu'on pourrait qualifier de sélectivité acoustique. Voilà. Alors, est-ce qu'on fait de la sélectivité dans les chaluts? On peut faire de la sélectivité en choisissant la zone de pêche, et on peut aussi faire de la sélectivité en qualifiant le poisson et en refusant de capturer ou en capturant celui qui est à proximité, parce qu'on a suffisamment de proxy, d'informations qui nous disent que ce n'est pas le poisson qu'on cherche à capturer, en fonction de la saison, du quota, etc. Donc voilà un petit peu le décor. Alors, l'acoustique à la pêche aujourd'hui, elle existe depuis très longtemps, surtout depuis l'après-guerre. De nombreuses extrapolations de systèmes militaires ont été portées à la pêche et ont été vulgarisées très largement. Cependant, on a dans cette gamme d'outils quelques lacunes aujourd'hui qui malheureusement ne permettent pas aux patrons pêcheurs de maîtriser totalement la proximité et la qualification à la fois en quantité et en qualité du poisson qui se trouve à proximité du navire. Alors, première chose, c'est qu'on a depuis très longtemps des sonars omnidirectionnels qui permettent de chercher du poisson à longue distance dans la colonne d'eau à un certain angle. Donc évidemment, sur 360 degrés, ça permet d'aller assez loin sur la détection de poissons. En revanche, on a un trou dans la raquette puisque selon l'angle d'incidence du faisceau, on va être soit en dessous du poisson, soit au-dessus du poisson. Et en tout cas, il faut faire attention de bien le suivre si on veut s'en approcher. Alors ça, c'est notamment le cas des poissons pélagiques. Au chalut de fond, le sonar est peu applicable parce que finalement, on a rapidement la détection du fond qui forme un cercle et on n'a quasiment pas de capacité de discrimination du poisson par rapport au fond. Et puis, évidemment, il y a l'outil roi historique qui est le sondeur vertical. Alors, qui peut être un sondeur, en général, ce sont des sondeurs qui font entre 7 et 15 degrés d'ouverture. Ça veut dire que le patron pêcheur, il regarde par un trou de la serrure verticale 7 ou 10 degrés ou 15 degrés au mieux de visibilité. Donc on voit bien que dans le volume de l'écosystème, ici en présence, on a deux trous majeurs dans la raquette. Le premier trou majeur, c'est tout ce qui est très proche de la surface. Donc la zone d'échange oxygène de surface biomasse est une zone qui est malheureusement pas suffisamment imagée, en tout cas pour le patron pêcheur. Et puis on a aussi une zone qui se situe dans la partie plus basse, dans cette partie-là où on n'a malheureusement pas la capacité à réagir, ou en tout cas trop tard, puisqu'il faut tilter, ce qu'on appelle tilter, incliner le sonar pour aller voir là, mais à ce moment-là on perd ce qu'il y a au-dessus, enfin bon, c'est un peu compliqué. Les principaux outils sont évidemment les sondeurs. Donc les sondeurs, ils sont basés sur de l'émission verticale avec une cadence, une récurrence qui va dépendre de la fréquence d'émission, de la portée que l'on souhaite obtenir, etc. Mais toujours est-il que, comme l'illustre la figure ici, on a forcément des trous dans la détection de l'écosystème. L'autre aspect de ce type d'outil, c'est qu'en fait, on a une résolution qui est relativement médiocre, de par le fait que le pixel en 3D, donc ce qu'on peut appeler la résolution spatiale, la résolution élémentaire 3D d'un sondeur est de l'ordre de 30 mètres cubes jusqu'à il y a quelques années, puis maintenant, grâce aux dernières générations de sondeurs monofaisceaux, notamment la modulation chirp, FM, on arrive à descendre à 6 mètres cubes. Mais 6 mètres cubes à 100 mètres, on peut placer beaucoup de poissons dans 6 mètres cubes à 100 mètres de distance du sondeur. Donc la détection de poissons individuelle n'est pas évidente. On a des présentations de ce type-là, donc la formation d'échogrammes, hein, donc ça c'est des choses très connues dans le monde de la pêche, avec donc des procédés speedbeam qui permettent de faire un histogramme des différentes détections de poissons, avec plus ou moins de réussite sur la reproductibilité de la mesure par rapport au poids ou à l'espèce que l'on mesure.
de poissons. Et puis il y a le fameux sonar omnidirectionnel qui lui permet sur 360 degrés d'avoir une détection. Et comme on s'en doute bien sur l'image, hein, comparé à l'image précédente, là on a une vue, l'avantage c'est qu'on a une vue globale 360 degrés avec des portées qui peuvent aller jusqu'à 3000 ou 4000 mètres s'il le faut en pélagique. Mais en revanche, on voit bien que là on a de la détection, mais on a vraiment du mal à quantifier du fait de la résolution. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour discriminer la ressource et quelles sont les contraintes qui président à la discrimination de la ressource? Alors tout d'abord, le principe de base pour se rafraîchir la mémoire d'un système sondeur, c'est tout simplement une propagation d'ondes qui va heurter la cible et qui va nous renvoyer une fraction infinitésimale de l'émission que l'on a émise. Juste pour donner un ordre de grandeur, par exemple, quand on utilise 1000 watts, 1 kW, des sondeurs connus dans la pêche qui font 1000 watts, on va recevoir à peu près 10 milliwatts en retour à 100 mètres de distance du poisson. Donc voilà, ce qui revient là, c'est 10 milliwatts, alors qu'on a 10 milliwatts, donc 0,01 watts, alors qu'on avait envoyé 1000 watts. Vous voyez, le ratio, c'est... Donc on mesure des choses extrêmement petites. Et on voit aussi que la réponse du poisson, elle est omnidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on a un retour vers le haut, mais on a un retour sur le côté, donc on a une diffusion tout autour de l'objet qui se met à vibrer, hein, c'est une vibration qui nous est renvoyée. Voilà. Le poisson lui-même, il a des caractéristiques. C'est-à-dire que la cible que l'on veut détecter, elle a des caractéristiques. Ces caractéristiques sont sa capacité à réverbérer l'impulsion qu'on vient de lui appliquer et le retour d'écho est adressé vers l'émetteur selon ce diagramme-là, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, on imagine une couronne perpendiculaire autour de la vessie natatoire et on renvoie l'écho maximum dans le plan de cette couronne-là. Ça veut dire que si on attaque le poisson avec un angle, on n'aura évidemment pas la réponse optimale. Bon, on va voir ça juste après. Donc ça dépend essentiellement de la vessie natatoire. Ça va dépendre de la masse ou de la taille. Enfin, en fait, je préférerais dire la masse de l'objet ou du poisson qu'on mesure. Et puis, ça va dépendre de l'espèce, bien sûr, et puis de son immersion. Puisque la vessie natatoire, elle est comprimée quand on est en immersion. Donc on a des réponses qui peuvent être différenciées avec le même poisson. Ça complique les choses. Voilà. Donc, ce qu'on espère faire pour faire la classification, en ayant tous ces paramètres-là, c'est de se dire, ben voilà, on a une échelle qui est ce qu'on appelle le TS, le Target Strength, c'est l'écho de cible individuel en français, qui correspond à ce fameux retour de chaque poisson. Donc chaque espèce a une particularité, à son diagramme de rayonnement, diagramme de réflexion, on va dire, et qui va nous renseigner avec une hiérarchie des TS, comme ça, par espèce. Mais ça serait trop simple parce qu'en plus de ça, on a des coïncidences qui font que, par exemple, quand on regarde en pratique les navires qui exploitent des espèces comme le horse mackerel et le hareng, s'aperçoivent qu'il est très difficile de distinguer parce qu'ils ont quasiment les mêmes réponses acoustiques. Donc tout ça n'est pas très simple. Et pour compliquer le tout, on a aussi une autre contrainte, c'est que on souhaiterait faire une mesure du poisson individuel, parce que pour classifier le poisson, il faut s'intéresser au poisson individuel, chose qu'on peut faire en piscine facilement avec les outils actuels, mais quand on est en milieu libre, on a beaucoup plus de contraintes de par les agrégations, et on peut avoir des concentrations de poissons qui font qu'on mesure un réverbéré, non pas d'un poisson, mais un global, parce qu'ils sont concentrés et qu'on a une résolution avec l'outil acoustique qui ne permet pas d'aller chercher chaque poisson individuel, mais on a son global, ce qui est déjà beaucoup mieux que rien. Et qui est d'ailleurs proportionnel à l'espèce, mais aussi va être proportionnel à la concentration du banc. On distingue donc différents régimes acoustiques selon justement cette concentration entre les poissons. On a un premier régime qu'on peut appeler le régime poisson isolé. Donc on a la capacité à extraire un TS individuel du poisson isolé. Donc on a un poisson, deux poissons, trois poissons. Dans le volume de résolution du sondeur, dans son pixel 3D, dans son voxel, on a un seul poisson, donc on a une mesure fiable et reproductible. Et puis on a d'autres domaines de vol, enfin de régime. On a le régime banc, avec une concentration plus importante, et là, ça va être un peu plus exigeant d'un point de vue outil acoustique, parce qu'on va avoir une proximité de poissons, et là, on va avoir vraiment besoin de beaucoup de résolution pour aller chercher chaque poisson individuel. Donc c'est
rarement la capacité qu'on a. Et puis enfin, on distingue un cas un peu original, je vous en parle quand même, mais c'est un cas où on a une concentration de poissons, on trouve ça en aquaculture ou dans des bancs très très compacts, et finalement, on s'aperçoit que la courbe intensité acoustique versus densité, intensité acoustique versus densité de poisson, elle s'infléchit, c'est-à-dire que malgré que la densité augmente, on a finalement une courbe d'intensité acoustique qui est en train de fléchir avec une baisse on n'a pas la même pente, degré de pente, et pour autant on a plus de concentration. Donc ça c'est un cas un peu particulier qui nécessite des outils très spécifiques acoustiquement pour être capable de distinguer et de faire un comptage. On est dans un phénomène de saturation. Là, on a finalement cette situation-là, cas d'un banc complet avec un faisceau relativement large, et on va se retrouver avec N poissons dans un faisceau, et globalement, on va avoir une éco-intégration globale de cette biomasse sous forme d'un SV qui va remonter au sondeur. Ça ne permet pas de faire de la discrimination de poissons individuels. Et pour pouvoir le faire, il aurait fallu utiliser un faisceau de ce type-là. Donc là, on a la capacité, a priori, de pouvoir récupérer un seul poisson au cœur et avoir une valeur de mesure TS individuelle. Et ça, c'est forcément lié au fait qu'on a un faisceau étroit et ou une résolution 3D volumique réduite. Puisque le volume, évidemment, c'est la résolution radiale, donc la verticale, multipliée par le diamètre d'empreinte du sondeur. Donc là, ce sont deux choses importantes à comprendre pour pouvoir juger de la capacité et être en capacité de discriminer du poisson pour aller vers de la classification. Alors on a parlé tout à l'heure de la fameuse courbe de rayonnement du poisson, diagramme de rayonnement. On a le cas idéal, nominal, où on a notre poisson qui est perpendiculaire à l'éco-incident, donc on a une réponse qui est proportionnelle, enfin qui est nominale, donc on a par exemple sur un poisson de référence, on a un TS de moins 37 dB, c'est très bien. Donc son congénère à côté aura à peu près la même chose pour un poids à peu près identique, ça c'est reproductible, ça c'est intéressant. Mais par contre, on va avoir aussi des phénomènes évidemment hétérogènes avec des mesures, avec des angles d'incidence qui font que dans ce cas-là, on aura une diminution de la réponse acoustique et pourtant il s'agit du même poisson. Bon. Donc ça complique énormément la classification du poisson dans un banc. Et on constate de plus que dans un banc, donc Marc Soria avait fait des études là-dessus, quand on a un banc, on regarde un nuage de bancs comme ça, on distingue, finalement, il y a une zone, vous voyez les trajectoires ici, le comportement des bancs, des poissons au centre, on a une zone de polarisation au centre, et d'attraction tout autour, mais la zone de polarisation permet d'avoir des poissons qui sont relativement normés, disciplinés, on va dire, pour lesquels on peut espérer plus faire des mesures perpendiculaires et avoir un réverbéré un peu plus nominal et représentatif de l'espèce. Bon. Donc, quand on voit ça, on se dit que finalement, il est quand même important, quand on prend une détection, de savoir où on est dans le banc, d'avoir la globalité du banc et d'aller, dans cette globalité du banc, aller extraire cette partie-là. Si on ne voit qu'un morceau, par exemple si on ne détecte que ça, on va être confronté à une mesure de poisson erratique avec finalement des mesures qui peuvent être plus fortes, plus faibles, en général plus faibles, et que la réalité du poisson représentatif nominal. Un autre phénomène compliqué à gérer dans l'évaluation quantitative, mais aussi ça peut jouer sur le qualitatif, mais surtout quantitatif, c'est le phénomène d'évitement. Ici, c'est un exemple de détection réelle de maquereau. Vous avez un banc de maquereau qui arrive sur l'avant, le navire est là, le banc de maquereau est en train d'arriver sur l'avant du navire, et on s'aperçoit que ce banc de maquereau est en train d'éviter le navire, la présence du navire, le bruit du navire, la masse, l'ombre, etc. Qui fait que le poisson passe sur tribord. Là, c'est donc tribord-bâbord, hein, c'est le multifaisceau de tribord à bâbord, et là, c'est multifaisceau de l'avant à l'arrière. Donc, si on se souvient du début de la vidéo, on avait une masse de poissons importante 100 mètres devant le navire, et en fait, arrivée verticale, si on s'était contenté d'avoir simplement un sondeur vertical sous le navire, on n'aurait vu pas 5% du banc global. Voilà. Donc, il y a un biais considérable lié à l'évitement du poisson, du bateau par le poisson.
Alors, face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer la mesure individuelle du poisson, améliorer la prise en compte globale plus vaste de l'écosystème et, avec ça, aller vers, si possible, une classification qui fonctionne, qui soit réaliste dans la plupart des cas et qui puisse servir d'élément de décision à un capitaine. Alors, la conclusion de ce qu'on vient de dire, c'est que si on fait un best-of de nos desiderata pour définir un produit, on aurait dit qu'il nous faut une mesure globale, volumique, donc prendre en compte la globalité du banc, comme on a vu pour gérer le phénomène d'évitement, être sûr qu'on a affaire au banc complet et pas qu'à un morceau de banc, donc avec l'histoire des mesures angulaires et des biais, des aléas angulaires, donc globalité du banc. On a vu une autre chose qui est la résolution spatiale, le pixel en 3D, le voxel qui doit être fin et petit pour espérer que dans la détection, on est poisson par poisson. Là, l'image que vous avez, c'est une image de macro, c'est un banc de macro au Féroé à 30 mètres d'immersion et on a la structure du banc. Si on regarde dans un sondeur classique, on a finalement un gros banc, mais on n'a pas cette capacité de distinction. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est ça, c'est avoir des détections individuelles pour être capable de les qualifier. Ensuite, un point extrêmement important, là c'est exploiter ce qu'on peut faire en statistique. Sur un banc de poissons peut représenter des milliers d'individus. Sur ces milliers d'individus, on a vu qu'on avait une partie qui avait un comportement un peu bizarre. On sait qu'il y a un cœur qui nous intéresse, qui a une réponse optimale qui correspond à la classe que l'on veut reconnaître. Eh bien, en manipulant des grandes quantités de données, si on arrive à détecter plein de poissons dans une grande quantité de poissons individuels, on va être capable de manipuler des grands nombres de poissons. Là, c'est une image réelle d'une détection de banc de pollock, grande profondeur, à peu près 250 mètres de fond. À 5 mètres au-dessus du fond, 0,5 mètres au-dessus du fond, et on voit qu'on a un pic significatif d'individus avec des mesures latérales qui sont entachées sûrement d'erreurs angulaires de mesure, de fait du comportement du poisson. Et puis, au final, on a une robustesse de grand nombre. Donc, il est important de pouvoir exploiter des capacités statistiques. Alors voilà, ça c'est ce qu'on souhaite faire. Alors, comment on va pouvoir le faire ? Premièrement, on veut apporter une vue globale à l'écosystème. Donc pour apporter la vue globale, on va compléter la panoplie du patron pêcheur. Donc il a son sonar omnidirectionnel pour la recherche longue distance, pour s'approcher du poisson, notamment pélagique. Il a son sondeur vertical parce que c'est son référentiel historique et il va pouvoir juger notamment du poisson proche du fond, il a l'habitude de le voir, et parce que le pélagique en général il passe à côté comme on l'a vu tout à l'heure. Mais en vertical, il va pouvoir surtout travailler sur le poisson de fond. Et puis, on va compléter le domaine qui n'est pas aujourd'hui en visibilité. C'est donc, d'une part, ce qui est très proche de la surface, donc grâce à une technologie de sondeur, double sondeur multifaisceau qui a une résolution et une focalisation spécifique pour les petites profondeurs. Donc là, je parle de 0 à 10 mètres, par exemple, 0 à 15 mètres. Cette bande-là de 0 à 15 mètres, qui n'est pas du tout connue, on est capable de l'imager et de la présenter. Et ensuite, il va falloir aussi proposer au patron pêcheur la visibilité sur ces zones-là, sans qu'il ait à bouger son sonar. Bon. Donc c'est un complément. Bien sûr, c'est encore pas exhaustif, mais on se rapproche un peu plus de l'exhaustivité quand même, et on complète la panoplie. Juste pour comparer les ordres de grandeur, donc la technologie dont je vais vous expliquer le principe permet d'acquérir 4 millions de mètres cubes à une distance de 100 mètres de distance du transducteur. Dans le même temps, on est à 65 000 mètres cubes pour un sonar Omni, alors qu'on n'est qu'à 4 000 mètres cubes pour un sondeur. Donc on voit les ordres de grandeur qui sont considérables en termes de couverture, on est un peu plus exhaustif. On se rapproche du Graal de l'exhaustivité. Enfin bon, on n'y sera jamais, et ça apporte quelque chose. Ensuite, il y a une autre valeur qui est considérable, c'est la capacité
à distinguer un poisson individuel. Donc voilà un petit schéma d'artiste où on a le banc de poissons qui est imagé par un sondeur classique, un des 128 faisceaux du double multifaisceau que l'on a développé et qui permet de détecter poisson par poisson. Donc c'est évidemment, ce qu'on représente, c'est un des 128 faisceaux, sinon on ne dirait plus rien sur le schéma, mais c'est un des 128 faisceaux. Bon. Donc chaque faisceau, il y en a 128 comme ça, de l'avant à l'arrière et de tribord à bâbord, va permettre de détecter le poisson individuel et de remonter au patron pêcheur dans le système de traitement des données, des détections, des cibles qui sont beaucoup plus souvent des cibles individuelles et pas des confusions de deux cibles. Bon, évidemment, ça peut se produire. On peut très bien se retrouver avec deux poissons dans le même volume d'eau, trois poissons dans les 0,6 m3, mais on n'en sera pas à 10 ou 20 ou 30 poissons. Donc ça crée de l'erreur, mais en proportion bien moindre que ce qu'on avait l'habitude de voir dans les sondeurs classiques. Et en termes d'ordre de grandeur et de comparatif, voilà ce que ça peut donner. On est sur de 1 à 10 par rapport à un sondeur et encore plus par rapport à la résolution d'un sonar. Alors, pour faire ça, on a imaginé une solution qui ressemble à ça. C'est ce qu'on appelle, on ne sait pas trop comment l'appeler en fait, c'est une technologie de double sondeur multifaisceau. Vous connaissez le sondeur multifaisceau de tribord à bâbord. Pour faire l'hydrographie, il y a aussi des sondeurs multifaisceaux de pêche qui existent sur le marché. Et là, ce qu'on a voulu développer, c'est une capacité volumique, c'est-à-dire non seulement d'être capable de voir de droite à gauche, mais aussi de l'avant à l'arrière. Donc on a, comme vous voyez sur l'antenne, hein, vous devinez la géométrie, vous avez deux lignes de 64 sondeurs. Donc là, on a un total de 128 sondeurs qui sont gyrostabilisés. La centrale est à l'intérieur du transducteur. Et ce système-là, il offre donc un pixel de 0,6 m3 avec une résolution radiale de 7 cm. Le résultat de ça, c'est une prise en compte de la colonne d'eau, on va revenir sur la notion de classification, colonne d'eau avec la détection de la biomasse, qualitative, quantitative, et puis le mapping du fond avec la bathymétrie, une description donc de l'écosystème. Quand on parle de bathymétrie, c'est un peu limitatif parce que ce qui est aussi très important, c'est voir la corrélation des populations, des habitats avec les bancs. Et le dispositif permet de connaître la morphologie du fond et également la dureté. Et puis dans très peu de temps, d'ici un mois, on va proposer aussi la classification réelle du fond. Donc savoir s'il s'agit de sable, de gravier, de roche, etc. Donc cette corrélation biomasse nature du fond est très intéressante, pas seulement pour les pêcheurs, mais aussi je pense que pour les chercheurs c'est aussi intéressant. Donc, capacité de travailler aussi dans des modes scènes latérales, hein, avec, donc là on est sur de la détection latérale, une installation latérale au navire, donc avec des ranges d'environ 400 mètres de distance, de portée sur le côté, jusque depuis vraiment la surface. Et là j'insiste sur le fait qu'on détecte depuis la surface, sans toucher la surface, malgré le roulis du navire, passe par une stabilisation qui est très performante. Et ensuite on va même jusque l'autre côté de la quille, donc on fait une surveillance globale. Donc, première étape, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord faire une extraction de toute la biomasse disponible dans les deux plans axiaux et transversaux du navire pour récupérer cette biomasse et la convertir en des petits points comme ça. Donc, on segmente, on a un single echo detector, un algorithme de segmentation du banc qui nous permet de sortir des petits points. Chaque point est localisé, on en connaît son immersion et on connaît aussi la mesure, on fait deux mesures, on fait la mesure TS et la mesure SV. On fait la mesure TS parce qu'on espère avoir un seul poisson dans la cellule de résolution, mais par sécurité on fait aussi une mesure SV. Donc ces mesures-là, elles nous permettent d'extraire dans l'environnement sous-marin, avec ici une bathymétrie. Alors c'est une image prise en Alaska, avec ici on a à peu près 250 mètres de fond, ici sur le haut du plateau on a 100 mètres, et on voit du maquereau, ça c'est un banc de maquereau, qui est le fameux maquereau Atka maquereau, le maquereau du Pacifique, qui est très proche du fond, entre 1 mètre et à peu près 10-15 mètres au-dessus du fond. Là, on revient en Europe, en mer du Nord, avec un exemple de hareng, c'est un banc de hareng. Donc vous avez ici le faisceau de tribord à bâbord, avec le banc de hareng, le profil du fond. Vous voyez les petits faisceaux, hein. Ici vous distinguez le nombre de faisceaux, ça fait un petit créneau à chaque faisceau. Donc les 64 faisceaux de tribord à bâbord et 64 faisceaux de l'avant à l'arrière. Et ici on a le profil, la coupe du banc,
de tribord à bâbord en même temps qu'on a la coupe du banc qui est ici. Alors là, légèrement, la trave étant là, l'arrière du bateau étant là, on est légèrement sur l'arrière du bateau. Et donc on le suit depuis ici jusqu'à là-bas pendant le déplacement du banc. Donc deux informations présentées en 3D ou en 2D. Il manque un peu de place sur la slide ici. Donc on a l'extraction acoustique, donc ça a une allure de données sonar hein, classique que vous connaissez, et la segmentation du banc en points individuels, qui est là la conversion de l'acoustique en une classification par réverbéré TS ou SV, mais on espère du TS, pour chaque poisson. Alors, autre représentation classique connue par les pêcheurs, c'est la représentation échogramme. Donc, on offre une présentation de l'échogramme qui a la vertu, du fait de la haute résolution de l'outil, d'offrir de la surface jusqu'au fond une imagerie complète, à la fois des couches de plancton, du poisson individuel, mais aussi des bancs formés. On a par exemple une couche planctonique à peu près à 10-15 mètres de surface. On a ici des bancs de harengs. On voit la migration verticale du poisson qui descend même jusqu'à assez profond, à 180-150 mètres ici. On peut avoir éventuellement du hareng mixé avec du maquereau, hein, ça arrive, bon, pas dans cette image, là c'était que du hareng. Et ensuite, on va retrouver ici une autre couche de, je dirais, de plancton ou de particules qui servent de nourriture au cabillaud. Donc cette couche ici proche du fond, on la retrouve dans l'échogramme de fond avec des points qui sont des cabillots individuels. Là, on a des cabillots individuels. Donc, un outil capable à 200, jusqu'à 200, là, dans cet exemple, à 220 mètres de profondeur, d'imager aussi bien à 5 mètres du plancton qu'au fond du cabillaud, et y compris des zones planctoniques ou de petites particules en suspension. Donc, cette capacité-là, en fait, elle est offerte par plusieurs paramètres. D'abord, on a des faisceaux ici de grès, et du coup, mixé avec la résolution spatiale de 0,6 m3, on obtient un poisson dans la résolution, donc on a une détection individuelle, avec, pour le coup, une mesure réaliste du TS à cette profondeur-là, proche du fond. Là, on est sur les 7 mètres au-dessus du fond. Donc c'est vraiment un cas de figure classique d'un chalutage au cabillaud. Cette image nous a été donnée par un capitaine sur le Henniberg, qui est un bateau des Féroé qui travaille à la fois au pélagique, dans la saison pélagique, et ensuite qui part faire du cabillaud en mer de Barents. Alors, une des fonctions essentielles pour nous permettre d'aller vers la classification, c'est que toutes ces détections de poissons, on les corrèle à la géographie. Donc ça peut se passer en baie de l'Orient, mais ça se passe surtout beaucoup ailleurs. On corrèle les poissons à la géographie, pour lesquels on a une étiquette avec la profondeur. Il n'y a pas l'âge du poisson, mais on a au moins le TS, le SV, la longitude, latitude et la datation. Tout ça est mis en base de données et cartographié. Donc on a la cartographie, la spatialisation de ces données-là. Ça, c'est exprimé dans la base de données. Et une fois qu'on a ça, on peut imaginer beaucoup de choses. Ce que je vais vous présenter là, c'est ce qu'on imagine depuis 2 ans, mais on est en train de réfléchir à d'autres solutions de présentation, de traitement de la donnée. En tout cas, on a une base avec des milliers de détections, et on va essayer de sortir des indicateurs aux patrons pêcheurs pour prendre des décisions. Donc ces indications-là permettent de faire une classification. Alors, comment ça fonctionne? Bon, très souvent, le patron pêcheur qui aime bien la vue échogramme utilise la vue échogramme. On peut faire beaucoup d'autres choses, mais voilà un exemple avec de bancs de harengs. On est en mer du Nord, sur la trajectoire entre Bergen et Aberdeen, un banc de harengs proche du fond. Et le patron pêcheur fait la sélection, il a fait sa sélection autour. Il obtient une réaction du calcul statistique sur une reconnaissance de 24% de la classe qu'il a prépositionnée. Donc cette classe, elle a été fabriquée auparavant, elle a été paramétrée auparavant. Et on a 24% de cette classe qui est reconnue parmi la totalité de la biomasse qui se trouve dans cette colonne d'eau-là et multipliée par la zone géographique, bon, qui n'est pas à l'écran là, de la zone qu'il a sélectionnée géographiquement en 2D. Donc, évidemment, il a une bonne probabilité, une bonne robustesse sur la quantité de harengs, et il va donc pouvoir faire le choix de capture. Dans cette méthode de pêche, là il se trouve que ce sont des données de l'armement Lunar Fishing qui est basé à Peterhead,
Et on a ici une reconnaissance de 24% par rapport à d'autres espèces. Et ce qu'il a l'habitude de faire, c'est aussi construire une classe de poissons dispersés. Donc on peut avoir une classe de poissons denses capturables, de harengs, et une classe de harengs dispersés qui donne la possibilité de faire des choix. Ensuite, on va filtrer à l'écran uniquement la détection qui est ciblée. Donc là, typiquement, dans l'espace 3D, on a le bateau, la navigation du navire et avec la présentation du chalut. Et on va pouvoir donc optimiser la trajectoire vers le poisson. Donc, à partir de cet histogramme qui nous donne des milliers de détections, on offre un calcul simultané en temps réel, sans aucune action manuelle, à partir du moment où les classes sont paramétrées, pour être capable de faire de la classification du poisson. Et on a expérimenté aussi la possibilité de faire des classes par poids. Alors on ne peut pas parler de taille, parce que la corrélation poids-taille, c'est une relation biologique, mais qui nous, à notre niveau, nous dépasse. On est plutôt sur la mesure d'une masse, de biomasse, et donc on arrive à segmenter sous forme de poids de poisson, et ça fonctionne bien. Et typiquement, là, dans cet exemple-là, je vais revenir sur cet exemple-là, parce que c'est un exemple qu'on a mené sur une campagne en Alaska. On a ici la couche de poisson sur les 3 fathomes et demi au-dessus du fond, et là, sur les 20 fathomes. Donc ça permet au patron pêcheur de voir comment situer le poisson, s'il est plus sur le fond ou s'il est un peu plus haut, espèce par espèce. Il obtient, donc, il peut obtenir le mapping du trait. Ici, vous avez la totalité du trait de pêche. Vous voyez les différentes traces qu'il a faites avant. Donc là, il travaille sur sa zone de pêche. Il a fait le trait de chalut avec son mapping, le suivi du chalut ici qui était positionné avec un système Marport connecté. Donc on a la position du chalut qui est interfacée à notre dispositif. Donc dans la vue 2D ou 3D, ça permet d'avoir l'information. Et puis on a le résultat global, c'est le cliché global du trait de chalut. Répartition par espèce. On offre dans cette solution-là aussi la possibilité de voir le mapping du banc en 2D et en 3D. Ça permet de se rendre compte de l'immersion, du comportement du banc, de l'évitement qu'on évoquait tout à l'heure, et voire même de la trajectoire, comme vous pouvez le voir ici. On devine une certaine, on voit un peu des filaments un peu linéaires, ça correspond finalement au mouvement du poisson, du banc qui se déplace, puisque cette vue-là, elle peut être intégrée, donc un peu comme les traces radar, comme de l'ARPA radar, on voit la trace, on peut garder 10 secondes, 20 secondes, 50 secondes, 1 minute, 10 minutes, selon ce qu'on souhaite, et ça permet d'avoir un peu le mouvement du poisson. Ça, c'est très utile, surtout pour les pélagiques ou les thoniers ou les seineurs. Voilà un exemple d'évitement qui est bien matérialisé. Le navire se présentait ici et à ce moment-là, le poisson a commencé à se détourner quasi perpendiculaire au navire. Le patron est revenu ici, il fait demi-tour, il se représente pour essayer de revenir faire une deuxième passe. Et là, lorsqu'il se rapproche de nouveau du poisson, on voit que le poisson se concentre et est en train de repartir plutôt dans cette direction là-bas. En vidéo, c'est un peu plus parlant, mais c'est le comportement du poisson. Bon, voilà, donc, ce genre de techno, ça rentre dans une espèce de transducteur fixe sans pièce mobile. C'est comme un gros sondeur avec donc toute l'électronique à l'intérieur du boîtier sondeur pour des raisons technologiques, puisqu'il n'y a pas de longueur de fil entre les capteurs et le traitement analogique digital. Donc on perd moins, on a moins de bruit et on peut former des voies et former des faisceaux beaucoup plus facilement. Et voilà, c'est grosso modo le genre de conditionnement qu'on propose. Donc, alors maintenant, on passe aux choses pratiques, concrètement. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre sur ce qu'on vient de dire. En pratique, j'ai pris 3 exemples. Je vais essayer de faire court parce que ces 3 exemples sont complémentaires et qui illustrent bien tous les paramètres qu'on a évoqués. Exemple en Alaska, 3 espèces mélangées, relativement proche du fond, parce que tout ce qu'on va voir, c'est sur une couche de 3 fathomes, on n'a pas indiqué là, de 3 fathomes au-dessus du fond, donc c'est quand même assez proche du fond. On ne parle pas de sol collé dans le sable, bien sûr, mais on parle de poissons démersales, plutôt proche du fond. Et donc on a procédé à une campagne qui a consisté sur les 10 premiers traits des 16 jours de mer. On a commencé par faire de la calibration des classes. Donc les fameuses classes que vous avez vues tout à l'heure, on les a calibrées. Pour les calibrer, comment on fait ? On fait de l'enregistrement des mesures acoustiques globales, volumiques de la zone chalutée, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'ouverture chalut verticale. Donc on va faire la corrélation de tout le volume potentiellement chaluté durant le trait de chalut.
On en sort une extraction quantitative et distribution par TS ou SV, on fait les deux. On a cette information-là. Ensuite, on va obtenir, sur les bateaux américains, comme vous le savez, les observateurs de la NOAA sont sur tous les bateaux et font l'échantillonnage, donc un quart d'heure après la capture, on a exactement la répartition espèce-poids de tous les poissons. On l'utilise pour corréler avec la mesure acoustique, et cette corrélation nous permet dans la troisième phase de faire un ajustage de chaque classe par espèce, de manière à rendre notre calcul statistique plus exact. Bon, voilà. Donc 65 coups de chalut, les 10 premiers on fait ça, et les 55 autres on regarde. Et voilà ce qu'on obtient. Donc chaque trait de chalut on fait ça, comme je vous l'ai expliqué, on a le trait complet, on extrait ça, on récupère les données de l'observateur, on fait une comparaison. Et voilà le tableau. Donc là, je vous passe les lignes, les 65 lignes. On arrive à la fin du tableau. Et ici, vous avez les observations CPIX. Ici, vous avez les observations CPIX dans cette colonne-là, avec les différents traits de chalut. Et donc les pourcentages estimés CPIX par espèce, avec notre réglage. Et puis ici, les pourcentages estimés, pas estimés, mais captures constatées, observateurs, sur un total de 1200 tonnes, sur 3 zones de pêche différentes, entre 100 mètres et 200 mètres. Et on obtient, donc vous voyez, les différents ratios. Alors pour résumer le propos, voilà ce que ça donne. Donc sur le macro, Atka makrel, sur le redfish Northern redfish, et sur le Pacific cod. On a ce genre d'écart sur cette quantité d'échantillonnage, ce qui est un résultat qui nous a nous-mêmes plus que satisfait, puisqu'on espérait être plutôt dans les 15-20%. Bon, ça suppose un investissement du patron qui va procéder à un réglage précis de ses classes et observer, et ensuite l'exploiter. Donc ça pose, dans la discussion qu'on aura tout à l'heure, peut-être la question de la culture d'emploi et de la capacité à s'investir sur ce type de procédé. Premier exemple. Deuxième exemple, alors c'est encore une fois en Alaska, mais ça c'était l'année dernière. En Alaska, le but en Alaska de la pêcherie au pollock, c'est de trouver des gros poissons, parce qu'il y a une abondance considérable, c'est pas la question c'est de pêcher du gros poisson pour amortir les coûts d'exploitation, et donc essayer de cibler plutôt tout ce qui est au-dessus de 500-600 grammes. Voilà un exemple. Alors malheureusement, je suis désolé, mais ça sort peut-être mal sur le projecteur. Là, vous avez des petits points qui sont des points de pollock individuels que l'on voit ici, y compris sur la remontée on les voit ici, mais là avec l'échogramme de fond ici un peu plus. C'est en remontée de fond, donc c'est un peu plus complexe d'un point de vue technique, acoustique, puisque c'est sur la remontée de fond. Et on obtient, vous voyez la finesse de la courbe, c'est-à-dire qu'on obtient une réponse typique moins 30, moins 31 dB, qui correspond à du gros pollock. Autre trait de chalut, cette fois-ci, vous voyez la courbe, elle est complètement différente. On a du pollock de plus petite taille avec une réponse acoustique qui est nettement plus faible et qui correspond à du petit pollock de moins de 600 grammes, donc on est dans les 400-500 grammes. Voilà la différence qu'on a. Là, on est toujours sur le fond, sur des valeurs proches du fond. En image, ah oui, non, je vais essayer de vous montrer l'image quand même, je ne sais pas si, hop, voilà, juste une petite vidéo, hop. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Tac. Alors, dans un premier temps, vous voyez le mapping du poisson individuel sur l'échogramme. Donc voilà, on est 165 fathomes. Vous avez les poissons individuels, hein, c'est du pollock. Ça ne fait pas des bananes, hein, ça fait vraiment des petits points. Il faut de bonnes lunettes pour les voir. Ça, c'est un peu l'inconvénient. Ici, donc la classe 92 poissons par basket, hein, parce qu'il y a les mesures. Vous avez la réponse moins 30 dB fine, correspond au poisson. Et là, un sondeur classique où vous avez finalement une bande rouge, puisqu'il y a du poisson, mais par contre, la résolution ne permet pas d'avoir de la détection individuelle. Donc, la classification au histogramme est compliquée à interpréter. Un deuxième exemple, toujours au même endroit, mais avec cette fois-ci un mélange de pollock où on a une détection, on a un histogramme beaucoup plus large. Donc avec un pic à moins 42 dB, on a du poisson plus dispersé et de taille différente. Ah voilà, donc ici un peu plus de mélange, notamment, vous voyez tout à l'heure on était à 75, on est à 10% sur le gros, et on est plus sur du petit. Et confirmé par les observateurs avec donc un mélange, avec un peu de redfish cette fois-ci, et puis surtout des tailles différentes de pollock. La conclusion de ça, c'est que là on observe, toujours avec les données observateurs qui étaient à bord, une corrélation qui est très intéressante entre
ici le poids du pollock observé, capturé. Là, c'est sur un échantillonnage de 4, c'est une marée sur 4 coups de chalut. Et ici, les évolutions en décibels des mesures calibrées du système. Bon. Et puis un autre exemple, un troisième exemple, alors là on est dans le domaine du pélagique, je dirais que c'est un petit peu plus facile parce qu'on n'a pas la proximité du fond à prendre en compte d'un point de vue acoustique, et là on est sur clairement une versatilité du capitaine en fonction de ce qu'il voit sur tribord, bâbord, son but étant d'éviter absolument le maquereau puisqu'il n'avait que du hareng en quota. Et là, sur ces 2 jours-là, il a fait 210 tonnes de hareng pur en faisant ça. C'est-à-dire qu'il est capable, c'est un bateau de 80 mètres de long, il est capable de remonter ses panneaux, un de ses panneaux en surface, de faire quasiment un U-turn et de rattaquer là où il a repéré le poisson. Donc son but, on voit les passes précédentes, en fait il fait des passes sur zone, il fait un repérage, il revient sur la zone où il a vu le poisson qui l'intéressait en fonction des réponses ici statistiques, et il va capturer. Et le temps qu'il passe à faire ces repérages, de son point de vue, est largement compensé par la rapidité de remplissage de son chalut à partir du moment où il est dans l'eau et la pureté de ce qu'il capture. Parce qu'encore une fois, le but était d'éviter les bancs de maquereaux qui traînaient par là. Et d'ailleurs, on va peut-être en voir ici. Donc là, vous avez les fauchés donc de tribord à bâbord, de l'avant à l'arrière, donc il voit le poisson évoluer. Et cette espèce de ce gros banc de poisson vertical, vous le voyez ici en 3D, en temps réel, qui bouge. Il observe, il prend la 3D, il tourne, il observe le volume, la position du poisson, il définit l'objectif, et son objectif désigné, il va le suivre jusque dans son chalut grâce à la mémorisation de la position. Alors attention, là on a une actualisation de la position jusqu'à la mi-distance entre le chalut et le bateau. Hein. Voilà, là ce qu'on a vu, c'est une mémorisation dans le cul de chalut. Mais ça lui permet quand même de suivre jusqu'à mi-parcours entre bateau et chalut. Et là, on vient de voir un exemple, il tourne à droite parce qu'il voit du poisson sur le côté et il va le cibler pour le mettre dans son chalut. Donc une réactivité, une capacité de réactivité. Il joue à ça toute la journée et en fait il est sur son principal outil, c'est le tiller d'autopilote, tiller de barre, il va tourner en permanence. Ça permet, dans des conditions où on avait du mélange, où d'autres navires sur zone n'ont quasiment rien pêché, voire ont mélangé moitié-moitié, on n'a eu que du pur hareng. L'armateur Lunar Fishing exploite 2 navires sister ship et en construit un autre avec le même outillage bientôt. Et c'est quelque chose qui, pour eux, est devenu indispensable dans cette pêche-là. Donc c'est quelque chose qui marche en pratique sur le pélagique. Ici, un autre exemple, ça sera le dernier exemple, un exemple là de thon. Vous avez un banc de thon sur le côté qui est très proche. C'est du thon rouge en Méditerranée il y a 15 jours. Et vous avez l'agrégation ici et le comptage du thon. Il se trouve qu'on a mesuré 398 poissons dans le système et que l'observateur avec les caméras qui fait le négoce entre la scène et la cage a rendu 380 poissons lors de cette transaction. Donc on est sur des valeurs assez proches de 10-15% sur l'évaluation du nombre de thons dans un banc. Et également, un autre intérêt pour eux, c'est la capacité à, comme le quota s'exprime en nombre de poissons et pas en tonnage, à cibler uniquement le gros poisson, puisque évidemment il a la meilleure valeur commerciale. Alors, ce qu'on peut déduire de ça, c'est qu'il est réaliste aujourd'hui d'envisager des méthodes de pêche différentes, à condition qu'on fasse évidemment confiance dans l'outil. Donc ça, il faut s'en persuader, il faut faire réaliser les campagnes telles que je vous les ai montrées. Et ensuite, on peut imaginer de réaliser, de développer des stratégies de pêche qui sont assez basiques. C'est simplement d'abord de localiser, de qualifier le poisson sur la zone de pêche, donc faire un repérage, et ensuite revenir sur cette zone de pêche pour venir démarrer son trait de chalut et le finir au bon moment pour être sûr de ne pas passer trop de temps, puisque plus on passe de temps, évidemment, plus on a de risques de prendre des choses qu'on ne souhaite pas forcément capturer. Et ça a un coût également d'exploitation. Donc c'est une fresque qui est en pratique chez environ une trentaine de navires, grands navires pélagiques aujourd'hui, du Nord-Europe, Islande, Féroé, UK, Pays-Bas, qui, de par les exemples que je vous ai montrés avant, notamment sur l'Alaska, sur le chalut de fond, démersal de fond, est également réaliste. Alors on peut travailler
sur le poisson de fond avec la classification telle qu'on l'a vue, mais sur du poisson très proche du fond, on peut aussi éviter le bycatch en considérant que, par exemple, de la sole n'est pas détectable et que si on chalute dans des zones où on a du poisson démersal, on va forcément faire du bycatch. Donc là, on peut travailler en mode négatif en se disant, là où il n'y a pas de détection, je suis sûr que je n'aurai pas autre chose que ce que je vais gratter sur le fond. Bon, ça, c'est aussi une autre façon de voir les choses pour le chalut vraiment de fond. Et enfin, donc, on pourrait conclure vers une capacité finalement comportementale de sélectivité liée à l'attitude du patron. C'est-à-dire que là, on donne les outils au patron pour se dire, voilà, je fais face à une situation, j'ai les informations qui sont suffisamment fiables, ça ne sera jamais 100%, on est sur du 60, 70, 80, 90% de fiabilité, c'est beaucoup mieux que de savoir rien. Et du coup, je prends la décision de faire une manœuvre, alors une manœuvre manuelle, je gère mes treuils, je tourne, etc. Et derrière, de toute façon, en plus, bon, de toute façon, depuis, j'ai optimisé mon chalut pour qu'il le soit, sélectif, mais je peux améliorer avec les étapes amont. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui réaliste. Alors, tout ça, c'est très discutable selon l'espèce, le type de méthode qu'on emploie, mais c'est très très loin d'être farfelu. Et je peux vous dire que notamment sur le pélagique, j'oserais même dire plus que ça. C'est tout à fait possible. Sur le chalut de fond, ça va être peut-être un peu plus compliqué parce qu'on va être moins réactif et ça demande des outils. En fait, la limite de ça, ça va être la capacité de prendre en compte l'information et de réagir. C'est-à-dire que ce que fait un navire pélagique ici n'est pas forcément faisable aussi facilement avec un navire de fond. Quoique l'exemple que je montre en Nazca, si je vous montre les vidéos, vous voyez que le bateau il passe son temps à faire monter les panneaux, les redescendre, les monter, les redescendre sur les têtes de roche, et ils arrivent à bien gérer, mais ça demande un travail énorme de la part du patron. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que d'abord, si on a la volonté, si on fait confiance à l'outil, et si on va jusqu'au bout en allant sur un pilotage précis des panneaux, on peut optimiser fortement la sélectivité. Et en guise de perspective, pour ouvrir le débat et puis passer la parole à mon camarade Gregers, je voudrais dire que ce que vous voyez là, ça c'est le déroulé d'un film, d'une étape que le patron du Polar Nanoc m'a passé il n'y a pas très longtemps. Ça c'est un banc de macro, donc il vient faire finalement l'approche grâce à la localisation, il segmente et c'est ça qu'il veut, donc il va le chercher, donc il gère manuellement. Mais demain, la limite de ça, c'est la capacité finalement à piloter le chalut. Et le chalut, il est derrière à une longueur importante du navire. Et évidemment, la mobilité du train de pêche, elle n'est pas celle qu'on souhaiterait. Donc finalement, pour aller plus loin, exploiter ces informations et s'en servir vraiment, il faudrait être capable de piloter les panneaux vers la cible. Et ça, c'est sûrement peut-être la bonne combinaison pour exploiter cette technologie de sélectivité acoustique. Alors, Gregers, qui développe ces solutions-là de pilotage, qui commence à avoir des résultats, va pouvoir vous en parler maintenant. Et puis ensuite, on fera questions-réponses et n'hésitez pas à revenir sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Thank you very much, and thank you very much for inviting me to come here and give a small speak about movable troll doors. I'm very sorry I do not speak French good enough that I will try, so Christophe has kindly offered to help translate. MLD, can you imagine a troll door where you can actually change the rigging while you are fishing? Est-ce qu'il est envisageable d'ajuster le chalut en fonction de la pêche en temps réel? That's been our dream in MLD, where our vision is to give the fishing industry complete control of the troll doors while fishing. And this technology will enable, in fact, the next generation of integrated fishing equipment, where now you are in
control of your troll, you're in control of your troll doors, which means you can take the net where you want. L'objectif étant d'offrir aux patrons-pêcheurs la capacité de piloter, comme je disais tout à l'heure, le chalut vers la cible désirée de façon réaliste, sans exiger trop de manœuvres du patron. We have, in MLD, we have worked on this since 2015, and I'm going to give you a small introduction to what we can do and how we have done it. Sorry. Yes, that's okay. Oh. So the technology, it's all about control from the bridge while you fish. MLD brings better safety on board because now you do not need to change the rigging of your troll doors. Donc, It improves the sécurité dans l'action de pêche. It will improve the fishery. The troll doors themselves are designed so you will find, if not the best, among the best, lift to drag ratios. So it's a very efficient door. You can actually see it down on the table there. Later you can also touch it. I can tell you how it works. Donc bénéficier d'un profil de panneau performant en termes de portance, au-delà même de l'aspect pilotable du panneau. For MLD, it has been very important to design a troll door that in the base configuration is minimum equally good to the best troll doors that's on the market. On top of this, we have put intelligence into the door, which means that we can now have functions like auto depth, auto distance to the seabed. We can have auto distance between the troll doors. Au-delà de ces capacités en mode, on pourrait appeler passive, de panneaux classiques, le pilotage qu'il offre permet des fonctions très innovantes dans la pêche, qui permet par exemple de garder l'ouverture en automatique, distance automatique maintenue, quels que soient les aléas de vitesse, enfin quels que soient jusqu'à certaines limites, les aléas de vitesse ou de longueur de fune. Également la distance par rapport au fond, ou alors maintenir le train de pêche à une profondeur donnée qui correspond à l'objectif de capture. How are we doing this? It's all about two flaps on the troll door, an upper flap and a lower flap. Donc deux volets en fait, comme la technologie aéronautique, deux volets sur la partie arrière, le bord de fuite des panneaux, qui sont pilotables indépendamment. As I said here, it's based on flight technology. It's exactly the same as when you fly on an airplane. You just have to imagine that the body of the airplane is here. C'est la technologie aéronautique qui est employée ici. The two flaps is integrated into a troll door, so the base is a very efficient troll door that is characterized with a very low angle of attack. La portance des panneaux est offerte avec des angles d'incidence très faibles. Donc il y a un impact consommation qui est relativement réduit grâce à l'angle d'attaque naturel de 18 degrés, qui est un angle faible pour des panneaux de chalut. So this is a troll door that is very different from traditional troll doors. Traditional troll doors goes in very aggressive angles, 40, 45 degree. We go in 18. Based on that, we actually achieve a lift factor as in the base configuration of 2.8 and a lift to drag ratio of 3.3 for a pelagic door. Donc la capacité à faire varier la portance, la force de traction entre les deux panneaux d'un ratio de 2,8 à 3,3 selon les besoins, la vitesse et les situations de courant qui sont rencontrées. When we use the two flaps, we can adjust the lift from 2.8 all the way up to 4 in lift factor. This is 40% more lift with the same door.
that lift we can use to either create movement vertically or horizontally. Donc jusqu'à un facteur de 2,8 à 4 de portance en utilisant la combinaison des deux flaps pour développer de la portance latérale. So as you can see here, the upper flap, when we activate that, the door will dive. The lower flap will take it up. Both flaps will move it sideways. On va le voir sur la vidéo, ça sera plus, So plus simple. I will play a very short piece of video here. Let's go. Alors ça c'est dans le Flume Tank de Hirschtal, Danemark. Now you will soon see that the upper flap comes out. You have to notice this is forced, so it's very tight. But still you see how movable the door is. Donc là on voit le pilotage des flaps. On l'a vu descendre tout à l'heure sans modification de la longueur de fune, juste par le jeu des flaps. So what I will show you is that in the tank we can move the troll from any position we want, from just over the bottom to this is the maximum in the tank. We can do more. Donc capacité à incliner et à gérer la position, l'immersion de chaque panneau, ce qui peut conduire à avoir des corrections souhaitées ou pas souhaitées inclinées du train de pêche. Actual data from the trawler Fackerberg from the Faroe Islands, he can move his troll doors 100 meters in 7 minutes without giving more wire. Ouais, donc une capacité d'adaptation très rapide d'immersion sans modification des treuils, de longueur de fune, et ce qui permet d'être réactif en très très peu de temps sur l'adaptation du train de pêche à la capture souhaitée. Likewise, we have shown that we can increase the spread 45 meters in 12 minutes. Donc 45 mètres d'écartement supplémentaire en moins de 12 minutes. How do we do this? The way we do it is we have a top side where we have a computer with our software. That computer talks via acoustic modems or transponders to each troll door, which is equipped with a computer. Donc le système de bord communique les ordres de positionnement au panneau via des hydrophones qui sont placés sous la coque, donc un logiciel visible du capitaine avec les angles sur lesquels il peut ajuster les angles, les immersions, les distances entre panneaux. Et ensuite, il y a réaction automatique des panneaux qui sont pilotés acoustiquement via 2 hydrophones vers les panneaux qui sont eux-mêmes instrumentés. Vous voyez à gauche sur la vue une bouteille qui contient toute l'électronique, donc qui résiste à 2000 mètres d'immersion, et avec toute la mécaniquerie, la machinerie de batterie et d'hydraulique pour la commande. Yeah. So you see here the hydraulic system, the control bottle, which is in fact a computer, and then below here there's a battery. As you can see, there's a very long operation time. However, the way we do it is it's charged every time the door is coming in. Avec la batterie 100 heures d'autonomie pour une 100 heures d'autonomie. Oui, so, spread effect, start fishing at 16:20, fish for about 5 hours. We have done nothing here. This is in base configuration, just like a normal troll door. After 5 hours, we activate the flaps to 45 degrees.
now the spread was 173 times 110 meters. Skipper want to have around 200 by 100. After 12 minutes, we exceed 218 meters. This is far too much. So skipper says stop, because we are pulling the trawl apart now. At 25 degrees, we achieve the perfect spread again. Donc 3 étapes différentes au début du chalutage avec une ouverture de 204 mètres et ensuite la possibilité donc d'activer en deuxième vue, activation des flaps pour changer l'ouverture. Et ensuite, en troisième étape, un test d'ouverture maximum pour atteindre 218 mètres. Et là, le capitaine a dit stop parce qu'il avait peur d'exploser son gréement, compte tenu de la force déployée développée par les panneaux. Donc c'est vraiment ajustable en temps réel. Et là, il s'agit de la vue d'un sonar de chalut, donc ça permet de voir la coupe complète du chalut et de changer l'attitude selon que l'on soit en démersal ou pélagique, etc. Another example of the efficiency of these doors, 2 trawlers going out on exactly the same conditions. The trawler Fackerberg, which is larger, when we compensate for that, he actually comes back with 34% more catch. Là, c'est comparatif de 2 navires qui font le même travail dans la même zone, avec l'un utilisant donc les panneaux ajustables et au final une productivité, une catchabilité de 34% supérieure à l'autre navire. Now I know you are all very well aware there's many factors when we're fishing, so I cannot claim that that is just our door. But we are sure we have a small finger in the game here. Another way of looking at this technology is actually if we could distinguish, like what Christophe IX Blue Seapigs can do, then I see very big potential, and I will share with you a little bit more. Yes, donc Gregers voit un peu le potentiel de pouvoir connecter ça à la formation de qualification et de localisation des bancs dont je vous ai parlé, et ce qui permettrait d'avoir une chaîne complète semi-automatisée. À partir du moment où le capitaine désigne l'objectif, l'ensemble du train de pêche va faciliter sa manœuvre et va lui offrir finalement un domaine de vol de ces panneaux plus tolérant puisque adaptatif à la situation. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il aille naviguer à l'opposé, mais s'il va dans la direction, s'il lui manque 50-100 mètres pour capturer la cible qu'il a désignée, le système de chalut adaptatif va permettre d'y arriver. Donc une productivité fortement améliorée. Yeah, so I am absolutely sure when we look at, this is just an example I have taken, but it is real data. If we analyze how this boat in fact uses his quota of mackerel, he is fishing 2 million kilos of mackerel where he is getting a very low price. He gets the same price as he gets for his herring. If he could move those kilos down to later in the season, he will make a lot of money. Oui, en termes de productivité et de rentabilité dans l'action de pêche, on voit bien que évidemment les lignes 24-25, les coups de chalut 24-25, les marées 24-25 permettent donc de capturer avec du prix de vente intéressant. Et il est vrai que les captures réalisées auparavant avec des prix de vente faibles, évidemment, ont été une perte financière pour le navire qui lui a un quota fini en maquereau et en hareng. Et donc ce genre d'outil, ce concept de classification, localisation et d'optimisation de la capture dynamique permet de manière certaine d'éviter cette situation-là, notamment par exemple de fermer ou de réduire l'ouverture de chalut automatiquement lorsqu'on est en présence de poissons non désirés. Et donc plutôt de taper dans le quota quand il est valorisé, avec du prix de vente.
I think you got the point over the table. And I think that the real opportunity is here that, well, we believe we can use our troll doors to optimize and catch more. But the point here is also, we can also steer away from the fish and thereby optimize. Oui, la question c'est pas forcément de surpêcher, la question c'est de sélectionner ce qu'on veut pêcher et de valoriser le quota que l'on a pour en faire du chiffre d'affaires. Donc après c'est la responsabilité du patron, mais les outils sont là, les effecteurs sont là. Et ça initie une méthode complètement nouvelle pour la pêche pélagique, mais pas que pélagique, y compris bottom fishing. The next system we are delivering is actually for bottom fishing, and that will be delivered within the next 2 weeks. So same opportunity, obviously. For bottom fishing, you will see a lot of savings on the resistance, so fuel savings will be tremendous, but obviously that you can also fish on ridges, you can fish many places you cannot today. Yes. So with that, I think I have used all the time I was allocated, and I would just say thank you very much for listening to me, and I'm proud to say that you will hear more about us. We have been fishing since December 2016. We are very proud that we just delivered actually early this month, an extra door to Fakkerberg on the Faroe Islands. He unfortunately lost one of his doors, not because of MLD, but because of a winch system. Yeah. But he had no doubt he needed a new MLD door. Yeah. Donc cet armateur ne peut plus se passer maintenant de cette technologie-là. Il expérimente depuis 2016 et bon, il a eu un petit incident. C'est un treuil qui a lâché, il a perdu toute la fune, donc il a perdu un panneau sur le fond et il a absolument eu besoin de se rééquiper. Donc maintenant il est rééquipé du panneau dynamique et il est en train de développer des méthodes de travail pour exploiter au mieux cette technologie. With that, I would say Merci. Thank you very much for listening to me, and if there's Merci, any Greg. questions, I'm sure they are. Merci à vous. Peut-être vous avez des questions. Je vais passer dans la salle pour vous proposer le micro, qu'on puisse bien vous entendre, s'il vous plaît. Et puis on a aussi peut-être envie d'entendre le témoignage de l'armement Bigoudin, parce qu'on a parlé de pas mal de choses qui se passent un peu loin de chez nous. On voudrait savoir ce qui se passe peut-être un peu plus près. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, Christophe Collin, responsable technique de l'armement Bigoudin en Guilvinec. L'armement Bigoudin, donc on a 11 chalutiers, on pratique principalement la pêche de fond. L'armement a commencé à travailler donc avec la société X-Blue, ça fait maintenant 5 ou 6 ans, sur un navire, le Bara Pemdes, donc qui est équipé de la sonde Sipix. Alors, je ne vous cache pas qu'au départ, c'était un démonstrateur. Bon, on a eu quelques petits soucis d'ordre technique, aussi bien sur la sonde qu'au niveau des logiciels. Donc là, 5 ou 6 ans après, on vient de rechanger la sonde avec une sonde un peu plus puissante. On était sur du 1 kW au départ, on vient de passer sur du 2 kW. L'année dernière, nous avons sorti un navire neuf donc, qui s'appelle le Bara Braze. Qui est également équipé, donc avec une sonde de 2 kW. Le bateau est sorti en novembre. En discutant encore avec le patron là, ces jours-ci, il en est très satisfait du système Sipix X-Blue. Je crois que Christophe a fait une explication assez claire du système. J'aimerais insister un peu plus aussi sur la bathymétrie que propose ce système. Pour nos patrons, on est au chalutage de fond, c'est très intéressant. On a des images de bathymétrie en 3D. Tout ça couplé donc avec un système de positionnement du chalut. Donc, on a parlé de Marport tout à l'heure.
donc avec des balises acoustiques positionnées sur les panneaux. Donc le système 3D nous permet de voir la position exacte du chalut, tout ça couplé aussi au logiciel de navigation, de type Maxi ou Time Zero, enfin bon, des logiciels classiques. Avant c'était Informatique MR, mais enfin bon, maintenant ça a été vendu à Furuno. Alors, comme on est en chalutage de fond, effectivement, pour faire de la sélectivité, pour nous, c'est un peu plus compliqué. Bon, on a des bateaux qui font 24,90 m. Nos patrons n'ont pas vraiment pris le temps non plus de faire la fameuse bibliothèque dont on parlait tout à l'heure, donc en fonction des signatures acoustiques de chaque type de poisson. Ce que je peux vous dire, c'est que pendant l'été, nous faisons également des campagnes de thon, au thon Germont dans le golfe de Gascogne ou au large de l'Irlande. La difficulté qu'on a, donc, c'est de faire le distinguo entre le Germont et notamment le thon rouge, pour lequel on a très très peu de quotas. Et l'année dernière, enfin l'été dernier, ça a donné de bons résultats. Avec un peu d'habitude, les patrons arrivaient à faire la différence entre du Germont et du thon rouge. Voilà, ça c'était très intéressant. Et cette année, ils sont confiants pour ça. Ils repartent sur... là, les deux bateaux qui vont faire le thon sont équipés chacun d'un 6PX. Voilà, ils en sont vraiment satisfaits. Donc ça donne vraiment de très bons résultats. Bon, après, en termes de retour sur investissement, bon, je ne sais pas ce que ça peut donner. C'est difficile, très difficile à calculer. Bon, on s'aperçoit que ces bateaux-là qui sont équipés, quand même, ont des bons résultats financiers sur l'année. Donc, on peut se dire que tout ça, c'est profitable quelque part. Voilà, je pense que c'est vraiment un produit d'avenir. Et d'ailleurs, on vient de lancer la construction d'un autre bateau encore actuellement, et qui sera également équipé du système 6PX. Voilà. Bon, la sonde, elle fait un certain diamètre, donc c'est plus facile à insérer cette sonde là, surtout sur des bateaux comme on l'a sur nos côtes ici, en Bretagne, des bateaux de 23, 24, 25 mètres. Bon, sauf Scapèche qui a des bateaux un peu plus importants, mais enfin la moyenne est quand même dans ces eaux-là. C'est quand même donc plus facile à installer ce type de sonde lors de la construction d'un navire neuf. Donc là, on a installé la sonde clairement au milieu du bateau, sous la quille. On a fait une découpe spéciale dans la quille, tout de suite dès l'origine de la construction du bateau. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelques questions peut-être à me poser. Non, je n'ai pas vraiment une question, mais vous avez parlé tout à l'heure du retour sur investissement. C'est évident que tous ces matériaux sont relativement chers, oui. Bien sûr. Mais ce qu'il faut voir avant tout, c'est l'image que ça donne de la pêche. Et justement, cette sélectivité qui est améliorée, elle tendra encore à s'améliorer, c'est évident. Mais ça permet justement de montrer qu'en effet, la pêche ne se contente pas seulement de pêcher sans savoir ce qu'elle pêche, et qu'il y a une réflexion profonde qui est entamée vers la sélectivité par espèce, et on arrivera probablement... On a vu qu'on était capable d'approximer les quantités pêchées, la taille et le poids. Donc on va quand même dans une analyse très fine de la ressource là. Et moi, à mon avis, bien sûr, toutes ces innovations coûtent cher, c'est évident. Mais le retour sur l'investissement, il doit bien mieux se focaliser sur l'image qu'on donne de la profession. Non, tout à fait, vous avez raison. Bien sûr, on joue aussi là-dessus, et puis c'est l'avenir, de toute façon. Pêcher du poisson alors qu'on a dépassé les quotas, et tout le monde sait très bien qu'est-ce qu'on en fait, il repasse par-dessus bord, il ne faut pas se leurrer. Effectivement, il faut arrêter ces pratiques, et ça passe par des outils comme on a pu le voir ce soir. Bon, ça met du temps, mais c'est petit à petit on y vient. Et ça sera d'autant plus important qu'on va progressivement, malgré les réticences, vers une obligation de débarquement. Oui. Avec toutes les complexités que ça comporte. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, je voulais confirmer en tant qu'ancien directeur d'OP, enfin organisation de producteurs. C'est vrai qu'on arrive pendant des années à des aberrations où on stoppait la pêche de nos bateaux parce qu'ils avaient dépassé le quota. On jetait par-dessus bord, comme vient de dire le responsable de l'armement Bigoudin.
Et on se retrouvait en fin d'année à devoir laisser le bateau le long du quai. Avec ce type de technique, on sera capable de programmer et la pêche des bateaux, le type de poisson, le type de poids de poisson, et donc d'optimiser le chiffre d'affaires de chaque bateau. Donc on arrive véritablement vers une gestion intégrée des poissons, des bateaux et des hommes. Parce que là aussi, laisser des hommes à la mer, travailler sur le pont à trier du poisson pour le balancer par-dessus bord, c'est pas très écologique non plus, quoi. Et socialement, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est vraiment vers ce type d'outils qu'on doit aller, je pense. Du coup, là, on parle d'hommes, mais en extrapolant, si le bateau détecte lui-même quel est le poisson qu'il veut, enfin, sait quel poisson qu'il veut, qu'il détecte lui-même le poisson, et que le filet va lui-même où il veut, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, dans quelques années, se passer de l'homme dans ce schéma? Si l'ordinateur fait mieux le boulot, est-ce que c'est imaginable? Bon, écoutez, bon, là, on est quand même sur un sujet qui me semble assez lointain dans l'avenir. Actuellement, actuellement, on peut pas s'en passer, ça c'est certain. Mettre des objets, des bateaux navigants sans personne à bord, pour l'instant, c'est absolument inenvisageable. Il faudra toujours ne serait-ce que des mécanos, déjà, vérifier les moteurs, faire attention, avoir du personnel à bord. Enfin, bon. Au niveau de la navigation, pour l'instant, quelqu'un en passerelle, c'est obligatoire et, à mon sens, indispensable. Pareil, bon, voilà, effectivement, je ne suis pas devin. Dans 100 ans, 200 ans, ou peut-être 50 ans, je ne sais pas. Mais bon, actuellement, non, on en est très très loin, quoi. Pour compléter ta réponse, Christophe, ce qu'on peut imaginer, c'est de façon très réaliste, c'est d'avoir finalement des vecteurs autour d'un navire de pêche qui, lui, est toujours sur zone de pêche, doit être géré par un capitaine, envoyer des drones de surface capables de faire cette mesure. On est en discussion avec notamment un armement des Pays-Bas qui opère des bateaux de 120 mètres de long, et qui, à des époques de l'année, fait du maquereau, et puis ensuite doit passer au hareng. Et ils en sont à observer les flottes russes qui commencent à s'agréger au nord de la Norvège, pour se dire, ah bah tiens, c'est vrai qu'il doit y avoir du poisson, il faut peut-être qu'on va y aller. Sauf que s'ils font 4 jours de route avec 25 mètres cubes de gasoil pour arriver sur zone et s'apercevoir que les Russes sont là-bas, mais en fait ils pêchaient rien. Donc là, on a sûrement des concepts à développer, et chez Xbo on y travaille, parce que pour l'hydrographie on fait du drone déjà autonome avec 10 jours, 15 jours d'autonomie, pour faire de l'inventaire halieutique, de la qualification, retour d'information, et à ce moment-là le bateau, lui, il est en stand-by, il attend que ces drones lui disent où on a la ressource qui est celle de la cible et de notre quota, pour ensuite faire route. Donc là on a des marges de manœuvre qui sont considérables. Alors évidemment, là on parle d'une approche très très industrielle, gros armement, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas irréaliste. À partir du moment, l'important pour pouvoir le faire, c'est qu'un outil comme ça, ou d'autres outils, mais puisse être capable sur zone de qualifier. À partir du moment où on a une qualification autonome, automatisée, à ce moment-là, on peut carrément imaginer une stratégie à l'échelle macro. J'évoquais tout à l'heure les 4 étapes de la sélectivité. Ça serait le projet de navigation, dans quelle zone on va naviguer, à 200 000 $, à 500 000, etc. Et la solution drone qualifiante est une solution, pourrait être une solution. Oui, puisque tu parles de drones, est-ce que l'on peut imaginer, donc de drones de surface, mais est-ce qu'à propos de drones sous-marins, est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'il y ait ce genre de système, ou sur des drones sous-marins qui soient devant le bateau et qui permettent d'anticiper encore mieux les mouvements du bateau et du chalut derrière, pour être encore plus sélectif et performant?
Oui, oui. Au niveau surface, déjà, on l'envisage ça très sérieusement, avec des vecteurs qui soient... La problématique, finalement, c'est la projection de ces vecteurs-là depuis le bateau, la mise à l'eau et puis la récupération. Donc, soit on part dans une solution très compacte, le truc de 2 mètres de long qu'on jette comme un suppositoire à l'eau et qu'on récupère dans le filet. Donc ça, c'est une solution. Et l'outil actuellement est dimensionné pour, puisqu'on a une version compacte, légère, qui fait que 25 kg, mais qui a toute l'électronique, donc qui transmet ensuite par satellite ces infos. Donc ça, c'est réaliste. Et la solution immergée sous-marine, on ne l'a pas envisagée pour ça, parce que depuis la surface, on insonifie, on a les 400 mètres de la colonne d'eau qui sont imagés, donc ça permet d'avoir de suffisamment bonnes informations. En revanche, ce qu'on chercherait à optimiser, c'est la dynamique et la réactivité de cet outil-là, sachant qu'un drone qui navigue, bon, bah, il a une limitation de vitesse de croisière sur une petite plateforme, et ça serait plutôt d'envisager que ce drone il puisse voler. Donc d'aller de banc en banc pour qualifier la ressource. Alors aujourd'hui le drone halieutique est interdit, enfin en Europe a priori, donc ça ne va pas aider d'un point de vue réglementaire, mais à nous de démontrer, et je crois que l'IMR il travaille en Norvège d'ailleurs, à nous de démontrer qu'on peut, on a un intérêt sur la gestion de la ressource, la profitabilité, le bycatch, de permettre à des navires de pêche d'envoyer des émissaires drones aller mesurer ce qu'on a autour. Je pense notamment aux grands, c'est très applicable aux grands navires pélagiques qui eux ont des rayons d'action, enfin travaillent sur des bancs qui sont distants, donc ils peuvent avoir de l'information sonar à 3000 mètres et ensuite se retrouver avec 3 tâches, et il y a 2 tâches de hareng, une tâche de maquereau, et d'aller faire l'erreur d'aller sur la mauvaise tâche. Donc il faut qualifier et savoir si on a du mélange, pas de mélange. Le monde du thonier, la ressource thonière océanique est également, pose problème d'un point de vue mélange ou juvénile sous taille de thon, et ça pourrait être une solution. Donc je pense qu'il faudrait permettre, autoriser ce genre d'emploi, mais c'est prometteur. Et évidemment, on pourrait le faire. On pourrait le faire. Sur des budgets qui ne sont pas déraisonnables par rapport à l'apport de sélectivité et rentabilité économique. Parce que aujourd'hui, on peut démontrer que la rentabilité économique va de pair avec la sélectivité. C'est quelque chose qui est vérifié. And I have a question for MLD. Maybe it's a question that we are all thinking about concerning the cost of these doors compared to classical doors. Donc une question concernant le coût, qu'on se pose tous un peu sûrement concernant le coût de ces panneaux par rapport à des panneaux traditionnels. Yeah, the cost of a system like this is obviously not the same as a traditional door. We're talking, what can I say, equipment that is designed for very robust technology, and it's subsea robots, in fact, we are dealing with here. So the cost we see at this point is that we are at around 4 to 5 times a traditional door. That's a rule of thumb. Oui. Donc c'est 3 ou 4 fois, c'est ça le prix? 3 ou 4 fois le prix. Hein, ouais. Voilà donc. Ouais. Thank you. So for us, it has been important to show the customers that we have that obviously the payback time need to make sense. And what we find in all the cases we have looked at, the payback time is well below 1 year. And that is kind of the critical milestone we have kind of looked at. Le temps d'amortissement de moins d'un an dans tous les cas, ce qui est sur un navire comme ça est pas déraisonnable. Pas déraisonnable. Si on, ouais. C'est un calcul qu'on fait aussi pour la solution CPX, c'est quelque chose qui coûte 90 000 €. 90 000 €, on doit pouvoir l'amortir sur un navire pélagique en 2 mois, voire sur une marée. C'est envisageable de l'amortir si on l'exploite pleinement. Sur un chalutier de fond, il faut considérer 1 an, 1 an et demi, probablement. Mais il y a l'aspect financier et l'aspect, je dirais, amélioration
amélioration de la sélectivité, réduction du bycatch, réduction du temps d'opération, qui sont aussi des facteurs pas que économiques, mais aussi sociaux et aussi gestion, etc. Oui. Oui, s'il vous plaît. J'aimerais savoir, est-ce que MLD fabrique le système qu'on peut adapter sur différents types de panneaux, par exemple des panneaux verticaux, allongement vertical. Il y a Tiboron qui en fabrique au Danemark. Est-ce que MLD fabrique les panneaux, entièrement les panneaux, ou le système qu'il est possible d'adapter sur des panneaux comme les panneaux Tiboron, par exemple? We cannot, at this point, you cannot adapt it to any other doors because you do not have the hydrodynamic properties that is necessary, in fact, to make it steerable. Okay. There's other ways of doing it, and theoretically, yes, yeah. But you would never get anything that is nearly as steerable as what we have. The traditional doors, they simply do not have the properties that it takes to make them steerable enough. Okay. So that means you are making your own troll doors? Yes. Okay. I would actually invite you to come down and take a look because the door is in fact very different from a traditional door. Okay. Okay. Okay, thank you. Je vous propose d'arrêter là, on a déjà eu pas mal d'informations. Vous pouvez descendre, bien sûr, vous approcher des intervenants si vous avez d'autres questions en plus en détail. Merci à vous, je vous souhaite à tous un bon été et puis on se retrouve au mois de septembre pour un nouveau programme qui n'est pas encore finalisé, mais on va parler encore pêche et sélectivité certainement. On parlera certainement des énergies marines renouvelables et puis des éoliennes qui sont en train d'être prévues là au large de Groix. Donc tenez-vous au courant avec nos lettres mensuelles, n'hésitez pas à regarder notre site pour avoir le programme du deuxième semestre. Bel été. Merci, bonsoir à tous.